Bonsoir et bienvenue en direct pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Thierry Lepan a sauvé sa tête aujourd'hui, mais le numéro 1 de la CGT va devoir convaincre les cadres dirigeants. Dans les prochains jours, 2 réunions décisives du syndicat décideront de son sort. 60 millions de dollars, ce sont les indemnités que la SNCF va devoir verser aux familles des victimes américaines de la Shoah. L'accord vient d'être trouvé entre la France et les États-Unis après des mois de négociations. Réquisitionnée par le régime de Vichy, la SNCF avait participé à la déportation au total de 76 000 juifs dans des wagons de marchandises. Et puis comme chaque vendredi, c'est l'heure du micro trop tard. Cette semaine, faut-il supprimer les notes à l'école, comme le suggère le Conseil supérieur des programmes? Alex Darmon est parti vous poser la question. Les jours de Thierry Lepan sont comptés. Le numéro 1 de la CGT s'accroche face à des cadres dirigeants qui l'appellent à démissionner. En cause, ses indemnités et les travaux fort coûteux réalisés pour son logement de fonction. Mounir Soussi. Ambiance de conclave dans les locaux de la CGT. Face aux représentants de la direction du syndicat, Thierry Lepan a défendu son poste. Il ne démissionnera pas dans l'immédiat et souhaite conserver ses fonctions jusqu'au prochain congrès prévu en 2016 pour, selon lui, éviter à la centrale une guerre des chefs. Suite aux révélations sur les dérives financières autour de Thierry Lepan, le numéro 1 de la CGT est contesté en interne et la base reste ébranlée. C'est la première fois que je le vois, ça fait 40 ans que je suis à la CGT. Première fois que je vois quelque chose comme ça. Quand on veut être un syndicat puissant, essayer de regrouper, faire venir des jeunes à nous, c'est pas avec des comportements qu'on peut reprocher quelque part à d'autres en politique ou dans le milieu ou au MEDEF. Donc on va pas reprocher des choses et se comporter pareil, quoi. Donc, Signe que Thierry Lepan n'est pas prêt à lâcher son poste. Il est apparu aujourd'hui dans une vidéo revendiquant la victoire de la CGT aux élections professionnelles dans la fonction publique. Alors qu'il est, nous n'avons pas tous les résultats, mais la CGT est la première force syndicale dans la fonction publique. C'est un point d'appui essentiel, à la fois pour les agents, pour l'ensemble des salariés, mais également, je le pense véritablement, pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Mais si la CGT garde la tête, les premières tendances montrent que la centrale est en recul face à une CFDT en progression. Le syndicat a décidé de réunir son Parlement le 16 décembre pour poursuivre la réflexion sur le sort de Thierry Lepan qui reste toujours en sursis. À l'UMP, la valse des nominations se poursuit. Nicolas Sarkozy peaufine la nouvelle équipe qui va l'entourer en tentant de satisfaire les différentes sensibilités au sein du parti. Les annonces du jour, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, est chargé des fédérations. Gérald Darmanin, porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne UMP, s'occupera lui des élections. Luc Châtel et Brice Hortefeux deviennent très officiellement des conseillers politiques. Sur la question des OGM, l'Europe se désengage et laisse à chaque État membre le soin de décider. C'est en tout cas l'accord de principe sur lequel se sont mis d'accord la présidence de l'Union européenne et le Parlement. Alors est-ce la porte ouverte aux cultures OGM en Europe? Les explications de Julie Hulin. La bataille politique entre pro et anti-OGM durait depuis 4 ans au sein de l'Union européenne. Si le débat est loin d'être clos, un accord vient d'être trouvé permettant aux États membres qui le souhaitent d'interdire la culture des OGM sur leur territoire. Un système sur mesure, loin de l'habituelle politique agricole commune. Dans le détail, l'autorisation de culture transgénique restera décidée au niveau européen. Ensuite, les États souhaitant bannir les OGM pourront invoquer des motifs environnementaux, socio-économiques ou agricoles. La directive oblige également les États à prendre des mesures pour empêcher les contaminations de cultures traditionnelles sur leur territoire et aux frontières. Si une cinquantaine d'OGM sont aujourd'hui importés en Europe, seul le maïs Monsanto est cultivé depuis 1998, une production présente à 95% en Espagne et au Portugal et représentant moins de 0,1% de la surface agricole de l'Union européenne. 13 dossiers d'OGM attendent aujourd'hui une autorisation européenne de culture. La Commission a suspendu ses décisions avant l'adoption définitive du texte d'ici le printemps prochain.
Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau le sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan, Joël Labbé, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais avoir votre réaction à ce sujet, à cet accord de principe. Est-ce que c'est la porte ouverte aux OGM en Europe ou au contraire c'est une victoire contre les grands semenciers ? Alors mon collègue José Bové, député européen qui a participé aux discussions, parle de victoire à la Pyrrhus parce que effectivement quelque part c'est une victoire parce que les États qui ne souhaitent pas, qui veulent interdire les OGM sur leur territoire pourront le faire, mais malgré tout les OGM vont être introduits sur le territoire européen malgré la position en gros de 75% de la population européenne qui ne le souhaite pas. D'autre part, le texte se base quand même sur l'harmonisation du marché. Alors les questions environnementales ou autres sont fragiles pour les interdictions. En tout cas pour le moment, par rapport à la France, on en est encore préservé, oui. On en est encore, mais par exemple, si l'un des voisins de la France, par exemple l'Espagne, décidait d'autoriser les OGM, il est fort possible qu'on en retrouve en France, puisqu'on sait bien que les pollens OGM se baladent d'un champ à l'autre. Donc en fait, c'est d'une certaine façon la porte ouverte aux OGM. Dès que les OGM arrivent sur le territoire européen, oui, parce que donc l'Espagne, il y a encore les Pyrénées entre les deux, mais d'autres pays comme d'autres pays comme la Belgique, par exemple, ils n'en sont pas là, heureusement. Mais alors après, il y a la question de distance et de coexistence et de responsabilité. Donc tout ça reste, le problème reste entier. Et puis en tout cas, ça veut dire que sur cette question-là, il n'y a toujours pas de position commune européenne. Non, mais on est encore dans cette Europe extrêmement libérale, avec une OMC extrêmement libérale, et cet aspect-là n'est pas du tout pour nous satisfaire. Ce qu'on souhaite, c'est que véritablement l'Europe évolue vers une Europe politique et qui soit à même d'avoir une position européenne claire. Vous pouvez peut-être vous réjouir d'une autre actualité de la semaine, la relaxe de ce viticulteur bio, Emmanuel Giboulot, qui avait refusé de traiter ses vignes, d'utiliser des pesticides. Ça va dans le bon sens. Est-ce que ça peut être un précédent pour vous, selon vous ? Oui. D'abord, c'est une vraiment très bonne nouvelle. Emmanuel Giboulot a pris ses responsabilités. Et la justice a reconnu qu'il n'était pas coupable, donc c'est vraiment une bonne chose. Alors à propos des pesticides, il y a une autre famille dont on va parler très bientôt, celle des néonicotinoïdes, redoutables pour les insectes pollinisateurs, mais pour l'ensemble du monde vivant du sol. Donc ici au Sénat, on va débattre d'une résolution européenne que j'ai déposée le 4 février prochain. Et j'espère... Visant à les interdire ? Visant à interdire l'ensemble des néonicotinoïdes à l'échelle européenne, parce qu'il s'agit d'une directive européenne. Mais on attend un positionnement du Parlement français, après le Parlement néerlandais déjà, et partout ça bouge, les réseaux sociaux sont en ébullition par rapport à ça, parce qu'il y a une dernière étude qui est sortie en juillet dernier, qui démontre les effets terribles de cette famille de pesticides, et sur la biodiversité et sur la santé humaine. Dernier mot, Joël Labbé, vous êtes intervenu hier en séance au Sénat et vous regrettez la frilosité de l'État pour promouvoir les agricultures alternatives. Le bio, c'est pas encore pour maintenant ? Pas complètement ? Alors, oui, pas complètement. Il y a des signes. Les budgets de l'agence bio, du CASDAR ont été augmentés d'une façon significative, mais on est toujours dans la cohabitation entre l'agriculture productiviste et puis les autres agricultures. Et ma conclusion était vive l'agriculture productive et à bas l'agriculture productiviste. Ce seront les mots de la fin. Merci Joël Labbé d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. Merci également. L'État serait-il sur le point de prolonger les contrats de concession autoroutière? Selon le quotidien Le Parisien, un tel accord, s'il devait aboutir, ferait gagner près de 15 milliards d'euros aux sociétés gérantes des autoroutes. Un pactole que le gouvernement n'entend pas autoriser sans contrepartie. Quentin Calmet. Plusieurs mois que les sociétés d'autoroutes sont dans le collimateur de l'exécutif. Octobre dernier, Ségolène Royal évoque la possibilité de les rendre gratuites le week-end. Interrogée aujourd'hui, la ministre ne s'interdit aucune piste. C'est en cours de discussion. Et est-ce qu'on peut imaginer même une renationalisation de certaines autoroutes? C'est possible? Tout est sur la table. Tout est sur la table.
Renégocier les contrats avec les autoroutes 8 ans après leur signature. En cause, des tarifs exorbitants qui augmentent bien plus vite que l'inflation et des profits qui dépassent les prévisions. Depuis 2006, ces entreprises ont reversé près de 15 milliards d'euros en dividendes à leurs actionnaires. Vinci, concessionnaire de la moitié du réseau autoroutier de France, se défend de tout abus. Nous avons investi beaucoup dans les sociétés d'autoroutes et nous continuons d'investir dans l'entretien, dans la maintenance, dans les extensions de réseau. Et nous concevons ce métier comme un métier d'entrepreneur, sûrement pas comme un métier de rentier. Depuis 2012, une clause permet de résilier par anticipation ces contrats. C'est donc un bras de fer qui se joue entre l'exécutif et ses sociétés d'autoroutes, avec à la clé une possible manne financière pour l'État. Seulement 34% des jeunes Européens pratiquent régulièrement une activité sportive. Partant de ce constat alarmant, la sénatrice Chantal Joanneau a organisé aujourd'hui un colloque au Sénat pour promouvoir les bienfaits du sport sur notre santé. Un colloque auquel a participé entre autres l'ancien rugbyman Sébastien Chabal. On l'écoute entre autres. Si on continue à être si sédentaire, il pourrait y avoir une inversion des courbes de la durée de vie. C'est-à-dire que nos enfants pourraient vivre moins longtemps que nous. C'est un enjeu sanitaire et évidemment économique. Également, on va démontrer que les Français cherchent à pratiquer du sport dans des environnements préservés. Donc on demande aussi à nos politiques de garder les environnements sains où il peut y avoir de la mobilité. C'est tellement simple de faire du sport, peu importe son niveau de pratique sportive et son âge. Je pense que c'est simple, il faut juste faire rentrer dans les mentalités de tout le monde que ça peut être fait assez rapidement, assez simplement et sans moyens. Et comme chaque vendredi, c'est l'heure du micro trop tard. Cette semaine, retour sur ce qui a agité l'école. Faut-il supprimer les notes? Alex Darmon est parti vous poser la question. Tiens Jonathan, ça tombe bien, je voulais te voir. J'ai corrigé ta copie. C'est pas bon, c'est pas bon. Je t'ai mis 7. En gommette, ça fait du rouge. Hein. Et en note, ça fait du E. Allez. Appelle Jérôme, c'est pas bon non plus lui. Hein. Bon, ce nouveau micro trop tard, on revient sur la proposition du Conseil supérieur des programmes qui veut faire évoluer les modes de notation des élèves. Alors, êtes-vous pour ou contre des nouveaux modes d'évaluation? Mais la récréation est terminée. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils veulent changer le système de notation à l'école pour les élèves? J'en ai entendu parler, ouais. Je pense que c'est une mauvaise chose. Parce que c'est pas stimuler les enfants. Les notes, ça permet quand même de donner des appréciations sur les élèves. Il faut toujours tout changer pour faire des conneries par derrière. Et comment pourrait les noter les élèves alors? A, B, C, D, F, c'est pas mal. Et des couleurs? Bah, ça passe mieux que des chiffres. Les chiffres, ça fait peur. Vous préférez quelle couleur? Non, vous préférez quelle couleur? Aucune. Si, mais c'est pour les notations des élèves. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils vont changer? Je pense que ça peut réussir à certains élèves, mais un élève habitué à la notation peut, lui, pour le coup, se sentir un petit peu en échec. On est sur Public Sénat, vous pouvez pas tomber dans cette caricature. Non, mais c'est pas une caricature. Je pense à des gens qui sont stigmatisés par rapport aux notes, etc. Donc du coup, ça peut être pas mal pour eux. Ouais, stop, 2 secondes, on arrête là, c'est l'heure du goûter. On rigole pas avec ça. Tu veux un gâteau? Réformer l'évaluation des élèves, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on encourage et on stimule les élèves plutôt que de se contenter de les casser et de faire du tri sélectif. Les petits, ils sont tout à fait capables de dire, de savoir ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de moins bien. C'est pas sur la note ou sur les gommettes qu'il y a un travail à faire, c'est sur le fonctionnement de la scolarité. Moi je préfère le bleu. Je suis pas que vous avez que des bleus quand vous étiez à l'école. Ah. Ah, c'est bien. Ah, tu vois, ça c'est bien, c'est ce que je voulais voir. T'as musqué ton reportage. Là, on est dans le bleu. Allez, c'est bien. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Deschamps et sa bande de gazouilleurs pour un nouveau numéro de Politique C'est Net. Très belle soirée sur Public Sénat.